Allez, retour sur ce beau studio des universités 2021 de la coordination en santé. Je remercie au passage tous les techniciens qui sont derrière moi et qui ont œuvré pour la mise en place de la logistique de ce studio. Merci à eux, on les salue évidemment. Sans eux, il n'y aurait pas de possibilité d'événement comme celui-là. Allez, on enchaîne avec la seconde partie de notre matinée. On va rejoindre tout de suite le docteur Emmanuel Corbillon qui est à Paris, qui est chef de projet service des bonnes pratiques à la Haute Autorité de Santé. Bonjour et merci d'être là avec nous. On va parler de la proposition d'un outil commun de coordination des parcours de santé, le plan personnalisé de coordination en santé, le PPCS. Vous allez donc nous présenter, cher Monsieur Corbillon, ce plan personnalisé de coordination en santé en tant qu'outil commun de coordination des parcours de santé. On précise qu'il a été créé il y a environ 2 ans. Je vous laisse la main pendant une petite demi-heure de présentation et ensuite, comme après la présentation du docteur Perron, on prendra les questions qui nous sont adressées via le chat. Je reprécise dans la mesure du possible, merci de nous formuler vos questions de la façon la plus synthétique et plus courte possible. Je vous laisse la main, Monsieur Corbillon, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien, que vous voyez bien à la fois le diaporama et mon visage. Je vous remercie vivement Monsieur Pingot de m'avoir proposé de présenter ce travail à l'occasion de cette université et plus globalement le réseau Occitanie et toute l'organisation qui me permet aujourd'hui de vous rejoindre tout en étant à distance. Je suis donc médecin au sein de la Haute Autorité de Santé. Je travaille dans un service qui s'appelle le service des bonnes pratiques et je travaille plus particulièrement sur la production de guides, de recommandations qui visent à améliorer le parcours de soins, de santé des personnes, des patients, des usagers et de s'assurer du bon respect, aussi d'une bonne cohérence avec leur parcours de vie. Je vais vous parler aujourd'hui d'un projet et d'une production qui de fait prend l'allure d'un outil, socle commun de coordination, qui a effectivement été élaboré il y a maintenant 2 ans, pour lequel on commence à avoir un peu de recul pour voir ce qu'il devient dans la vraie vie. Et donc j'ai le plaisir de vous présenter ce diaporama. Je répondrai volontiers à toutes les questions qui pourront suivre. Vous allez retrouver un certain nombre, voire même beaucoup, de concepts, d'informations qui ont été abordés par mon confrère, le docteur Perron, ce matin et repris par Monsieur Pingot. Ça montre aussi que finalement, quel que soit le pays, quel que soit le positionnement dans la sphère professionnelle, finalement, on a des points de vue et des approches qui sont assez convergentes. Donc, c'est plutôt rassurant. Je pense que c'est un signe qu'on est sur le bon chemin. Donc, ce projet, je vous rappelle juste le contexte dans lequel nous avons dû, Haute Autorité de Santé, travailler sur ce projet. Donc, c'était une saisine du secrétariat général des ministères des Affaires sociales qui avait constaté il y a maintenant 2 bonnes années que l'offre de coordination devenait trop riche, trop illisible, tant pour les professionnels que pour les patients, les usagers et leur entourage, qu'il existait autant de portes d'entrée dans ces dispositifs, de portes d'entrée dans la coordination que de dispositifs, et qui nous a donc demandé de mener une réflexion et d'identifier un socle commun pour l'ensemble de ce qu'on appelle des plans et des programmes personnalisés existants, le tout étant évidemment considéré comme un levier de convergence et de réduction du millefeuille des supports de coordination en parallèle du millefeuille des dispositifs de coordination. Le contexte politique de l'époque, on y est encore. Une stratégie nationale de santé 2018-2022 qui souhaitait promouvoir une logique de complémentarité des parcours de santé fluides, lisibles, sans redondance et sans rupture, ce qui veut dire aussi essayer de simplifier au maximum les portes d'entrée vers la coordination, et puis une stratégie de transformation du système de santé qu'on appelle aussi Ma Santé 2022, qui avait pour objectif d'unifier les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé
de s'assurer de la pleine intégration des établissements et services sociaux et médico-sociaux dans la prise en charge des usagers et le renforcement de leurs compétences sanitaires. Et enfin, que tout ça s'intègre dans le cadre d'un besoin d'accélération du virage numérique avec, vous avez dû en entendre parler, en particulier à Toulouse, la nomination de la délégation du numérique en santé qui a élaboré une doctrine dite technique du numérique en santé qui permet, comme ils le disent, d'expliquer sous la forme d'une maison de la e-santé comment le numérique peut aider au parcours de soins ou de santé des usagers. Alors, ce plan personnalisé de coordination en santé, c'est quoi? La manière dont on l'a le plus simplement possible défini, c'est un outil de coordination qu'on a souhaité générique. C'est-à-dire pour tout profil d'usagers, de patients, de personnes, et pour tout profil d'acteurs professionnels. Pourquoi ce choix? Parce qu'on s'est rendu compte que, et ça a été abordé ce matin, il y avait un fort cloisonnement entre les différents secteurs sanitaires, médicaux, social et social, et que le seul moyen de pouvoir à un moment donné converger, c'était de faire en sorte de produire un outil qui s'adresse à l'ensemble des acteurs des différents secteurs. Donc ce plan personnalisé de coordination en santé, il vise à faciliter le partage d'informations et la concertation entre professionnels autour de situations complexes et ainsi de participer à l'amélioration du parcours de santé. Point très important, c'est en prenant toujours appui sur là où les compétences de la personne qui est concernée et de son entourage, et comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, en réduisant le millefeuille des supports de coordination. Alors, je vais vous donner quelques informations sur la manière dont ce socle commun de coordination a été élaboré. Ce n'est pas quelque chose qui nous est tombé dessus et apparu de manière très simple. Nous avons une étape d'analyse de littérature internationale sur le sujet, une étude des documents, supports de coordination qui sont utilisés par les différents dispositifs de coordination existants. Le ministère, lorsqu'il a passé commande à la Haute Autorité de Santé, nous a listé les 5 supports de coordination que vous avez à l'écran. Les plans personnalisés de santé, de l'expérimentation de personnes âgées en risque de perte d'autonomie, les plans de services individualisés utilisés par les gestionnaires de cas dans les MAIA, les plans d'accompagnement global des maisons départementales pour les personnes en situation de handicap, les projets de vie individualisés qu'on appelle maintenant des projets personnalisés des établissements et services sociaux et médico-sociaux, et les programmes personnalisés de soins et programmes personnalisés de l'après-cancer, donc du plan cancer. Donc vous voyez qu'il y a une très grande variété de dispositifs avec des niveaux de coordination et des profils d'usagers qui peuvent bénéficier de cette coordination extrêmement différents, mais néanmoins on nous a demandé d'analyser l'ensemble de ces dispositifs et supports de coordination. Ensuite, nous avons réalisé un certain nombre d'auditions, des réunions de travail avec des experts qui ont été identifiés, puis des relectures extérieures à la HAS pour s'assurer qu'on était, entre guillemets, pertinent sur les choix qu'on avait faits en termes de structuration de l'outil et qu'on était aussi pertinent dans l'organisation de la réponse aux besoins des populations concernés par la gestion de cette complexité. Alors, je ne vais pas vous détailler l'ensemble des personnalités auditionnées, il y en avait 18. Vous allez voir qu'il y a des noms qui reviennent et qui sont fortement impliqués dans l'organisation de la coordination en France et qui d'ailleurs sont toujours très très impliqués au moment où on se parle. Il y avait à la fois des personnes institutionnelles, il y avait des personnes qui travaillent sur le terrain, comme les médecins généralistes, comme différents dispositifs d'appui à la coordination, réseaux de santé, CLIC, centres locaux d'information de coordination, maisons des aînés et des aidants, des personnes qui étaient impliquées dans la coordination du cancer, enfin voilà. Et puis quelques professionnels des agences régionales de santé, puisque de fait, ce sont ces organismes qui sont chargés
dans les territoires de santé d'organiser la coordination et la réponse aux besoins de populations complexes. Nous avons organisé une réunion des parties prenantes. Les parties prenantes, ce sont toutes les personnes qui représentent ou des institutions impliquées dans l'offre de soins ou des professionnels qui représentent des sociétés savantes ou des fédérations sur le sujet. Donc là, vous avez quelques acteurs que vous retrouverez lors des différents ateliers. J'insiste sur le fait que les patients, les usagers étaient eux aussi auditionnés au même titre que les professionnels au travers de France Assos Santé. Un groupe de travail de 17 experts pour lequel on a essayé de s'assurer qu'ils représentaient l'ensemble des dispositifs qu'on nous avait identifiés et qui utilisent différents supports de coordination. Vous aviez la médecine générale dans le cadre d'un exercice en maison de santé et un pôle de santé pluridisciplinaire, un médecin généraliste qui était coordonnateur d'un réseau de santé. Vous aviez des professionnels de l'appui et la coordination globalement, réseau de santé, Maya, CLIC, plateforme territoriale d'appui. Vous aviez des professionnels, médecins ou paramédicaux impliqués dans des coordinations spécialisées, cancer, troubles du langage et des apprentissages, une assistante sociale, des professionnels impliqués, j'espère qu'on voit mon curseur de souris, dans l'accompagnement médico-social, l'accueil et l'hébergement des usagers, tant dans le domaine de la perte d'autonomie, de l'avancée en âge que dans le domaine du handicap. Et puis, là encore, des agences régionales de santé, dont une qui était l'ARS Bourgogne-Franche-Comté, qui était impliquée dans le développement du e-parcours et de la e-santé. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour construire cet outil et identifier ce socle commun aux différents dispositifs de coordination? Il y a eu un temps d'analyse de ces supports de coordination. Qu'est-ce qu'on a constaté? C'est que l'ensemble de ces documents, aussi différents soient-ils, étaient élaborés autour d'un socle commun, qui est une séquence qui comporte une étape de repérage des besoins problématiques, une étape d'évaluation et de synthèse de l'évaluation de la personne, de la situation de la personne, un plan d'action qui va être finalement l'organisation de la réponse aux besoins des usagers, une étape de suivi des actions mises en œuvre et de réévaluation, à savoir est-ce que les objectifs qui avaient été définis étaient atteints ou non, et puis évidemment, si besoin, une révision des différentes actions mises en œuvre. Quand j'entends action, c'est des actions de soins, d'accompagnement ou d'aide. Donc, au regard de cette séquence, la conclusion a été la suivante, il est possible de faire converger ces plans au programme personnalisé sous la forme d'un support de coordination commun. C'était quand même la première question à laquelle il fallait qu'on réponde. Ils sont tous structurés autour de ces étapes. Par contre, on a fait un constat qui nous a mis un peu en alerte, c'est que les attentes et l'avis de la personne, de l'usager, étaient formalisés de manière inégale selon les supports de coordination. Et ça, c'est un point qui était plus qu'un point d'attention, puisque, comme cela a déjà été dit par le docteur Perron ce matin, la personne est un des partenaires, évidemment, est au centre de la coordination, et c'est un des acteurs avec les professionnels de santé ou d'accompagnement qui intervient dans l'approche. Alors, on a monté un groupe de travail qui, vous l'avez vu, était extrêmement hétéroclite, avec des professionnels qui n'avaient pas toujours l'habitude de travailler ensemble, voire même ne se connaissaient pas. Et donc, il nous a fallu, dans un premier temps, faire un travail, non pas sur ce que pourrait être ce support de coordination, mais sur des valeurs. Puisque ça a été très bien dit ce matin, entre les différents secteurs, tout n'est pas, le fonctionnement transversal n'est pas du tout inné. Et il a donc fallu travailler sur des valeurs partagées qui nous permettraient ensuite d'avancer sur un socle commun de coordination. Parmi les valeurs qui ont été partagées par les membres de ce groupe de travail, j'en ai retenu deux.
Il est indispensable de respecter le projet de vie des personnes et de s'assurer de leur participation ou de celle de leur entourage aux décisions et actions les concernant, en particulier en s'appuyant sur leur savoir expérientiel. Ça veut dire que toute personne, y compris une personne qui a des difficultés, a déjà expérimenté une situation, une maladie, une situation complexe et sait déjà des choses, et ces choses qu'elle sait déjà vont pouvoir constituer des leviers pour aider à l'organisation de son parcours et à la coordination. La deuxième valeur qu'on a pu identifier, c'était qu'on devait répondre à la complexité de certaines situations par l'implication de disciplines variées, car les regards croisés améliorent la compréhension de la personne et enrichissent les compétences de l'ensemble des acteurs. Le constat qu'on a fait, c'est que non seulement, effectivement, qui dit coordination, dit intervention de plusieurs professionnels avec souvent des profils très différents, mais aussi, à partir du moment où un partage est organisé entre ces différents professionnels, une transmission de savoir et de compétences, et donc un enrichissement des compétences de l'ensemble des acteurs. C'est la valeur ajoutée du fait de se coordonner. Et puis, finalement, à l'issue d'une première réunion de travail, on s'est rendu compte que le groupe de travail avait une vision commune. Cette vision, elle peut être synthétisée en 2 messages. Finalement, on ne coordonne pas différemment selon les situations ou les acteurs. L'acte de coordination est le même si les acteurs sont différents, même si les situations sont différentes. Ça veut dire qu'on a là une base de travail commune, ce qui est évidemment extrêmement important pour pouvoir produire un socle commun de coordination. Et la deuxième vision commune, c'est que la réponse aux besoins identifiés après analyse de la situation de la personne l'emporte sur le type de structure ou de dispositif mobilisé. Donc le discours qui est que oui, mais dans le domaine sanitaire, c'est plus facile que dans le secteur médico-social ou dans le secteur social. Certes, tout le monde n'est pas totalement sur le même pied d'égalité en termes de développement de la coordination entre les secteurs, même si le secteur médico-social rattrape son retard. Mais néanmoins, ce n'est pas parce qu'on est dans un secteur différent qu'on coordonne de manière différente et qu'il n'y a pas possibilité de travailler avec les autres secteurs. Alors, la HAS donc, a produit un socle commun de coordination sous la forme d'un modèle de document. Pourquoi un modèle de document qu'on appelle plan personnalisé de coordination en santé ? Parce que finalement, ça correspond à un contenu métier d'un outil qui doit être informatisé pour être utilisé et implémenté. Et donc, ce que je vais vous présenter là, à l'occasion de cette intervention, c'est finalement quelle est la structuration du modèle de document. Néanmoins, un modèle de document n'a pas d'intérêt s'il n'est pas accompagné d'un mode d'emploi. Donc, nous avons produit un mode d'emploi. Nous avons, pour faire référence là encore au partage des valeurs, à une culture commune, ressenti très rapidement le besoin de partager un glossaire des termes utilisés pour l'élaboration de ce document de coordination qui reflète finalement le partage de concepts communs entre les 3 secteurs dont je vous ai déjà parlé. Donc il y a un glossaire qui est assez humble, mais qui au moins a le mérite de permettre d'utiliser des termes qui parlent à l'ensemble des professionnels des différents secteurs. Et puis enfin, nous avons testé l'outil, le projet d'outil, au travers d'une douzaine de cas d'usage, ce qu'on pourra appeler aussi des vignettes situationnelles qui illustrent l'utilisation du socle commun dans des situations complexes qui sont très diverses. Je vais revenir dessus pour les profils de patients ou d'usagers concernés. Alors, ce modèle de document socle commun de coordination, il est articulé de la manière suivante. Il y a un certain nombre de volets, de parties. La première concerne la personne et les intervenants. La seconde concerne un recueil d'informations auprès de la personne et de son entourage. La troisième concerne une synthèse des problématiques et projets de la personne. La quatrième, une priorisation des actions envisagées avec la personne. Une cinquième qu'on a appelée à lire avant d'agir, qui est finalement un ensemble de conseils avant de se lancer dans la mise en œuvre d'actions. Ces actions sont des actions de soins, des actions d'aide ou des actions d'accompagnement.
Et ensuite, une dernière étape qui est l'analyse des écarts, c'est-à-dire l'analyse des situations, les objectifs d'action qui ont pu être formulés n'ont pas pu être réalisés. Donc finalement, on s'intéresse à la personne, on s'intéresse au cercle de soins, on recueille des informations auprès de la personne et de son entourage, on va voir le détail de ces informations, on va prioriser des actions. Pourquoi? Parce que dans des situations complexes, il y a souvent plusieurs problèmes, plusieurs projets, plusieurs besoins, et qu'il est compliqué de chercher à résoudre toutes les problématiques dans le même temps, et qu'il est donc de bon ton de prioriser et de s'intéresser à une priorité 1, et ensuite, lorsque la priorité 1 a été traitée, résolue, on peut s'attaquer à la priorité 2 ou à la priorité 3. Voilà. Le plan d'action est le cœur finalement du plan personnalisé de coordination en santé, puisqu'il va formaliser l'ensemble des actions mises en œuvre, qui va formaliser finalement la réponse aux besoins de la personne et de son entourage. Et puis la dernière étape est une étape classique lorsqu'on fait de l'assurance qualité dans un processus. On regarde si oui ou non on a atteint des objectifs. Et on essaie de comprendre pourquoi ils n'ont pas été atteints et comment ils pourraient l'être, voire même comment on peut questionner la pertinence des objectifs et en définir d'autres. Alors, ce premier formulaire, qui est un peu rébarbatif, il fait le point sur finalement un certain nombre d'informations sur la personne, tant sur le plan de données très administratives que sur l'existence d'un référent de la mise en œuvre de la coordination, un coordonnateur désigné ou un référent de la coordination. Il y a un numéro de plan personnel de coordination en santé, parce qu'évidemment, on peut faire plusieurs plans personnels de coordination en santé à la suite selon l'évolution des besoins de la personne. On a un rappel bref sur le contexte de la démarche qui justifie la coordination. Le traitement de l'information, de nos positions à l'échange, l'information des traitements réalisés sur les données à caractère personnel, et puis là, des informations très pratiques, téléphone, adresse, situation familiale, coordonnées. Si c'est une personne mineure, puisque là, je ne l'ai pas précisé, mais le socle commun, il s'adresse non seulement à des adultes, mais aussi à des enfants. Et donc, si la personne est mineure, quelle est la situation de ses parents, qui a l'autorité familiale si besoin, si les parents sont divorcés, est-ce qu'il existe une résidence alternée? Et la suite, donc, est-ce qu'il existe un aidant, un référent familial, une personne de confiance? Dans quelles conditions la personne est-elle hébergée? Quel est son statut professionnel? Et cette rubrique un peu plus étoffée concerne l'ensemble des droits ouverts. Est-ce que la personne est en affection longue durée? Qu'est-ce qu'elle bénéficie d'un certain nombre d'aides, tant par rapport à l'autonomie, au logement, qu'à l'éducation pour les enfants? Est-ce qu'il existe des droits à compensation pour une personne en situation de handicap? Et si besoin, quel est le statut de protection juridique de la personne, adulte comme enfant? Enfin, on a trouvé intéressant de rappeler si oui ou non il existait des directives anticipées ou ces directives anticipées étaient conservées. Voilà. Concernant les intervenants, c'est une photographie du cercle de soins avec la liste n'est pas exhaustive, mais les principaux acteurs du parcours qui peuvent être impliqués. Donc on a souhaité faire apparaître cela, même si ça n'est pas exhaustif, j'insiste bien là-dessus, mais pour montrer qu'effectivement l'ensemble des acteurs des différents secteurs peut être impliqué. Donc les coordonnées de ces professionnels qui interviennent dans le parcours. Est-ce que oui ou non, chacun de ces professionnels va participer à l'élaboration du plan personnel de coordination en santé? Et rubrique extrêmement importante, avant l'élaboration du plan personnel de coordination en santé, est-ce que oui ou non ces professionnels intervenaient déjà dans le parcours de la personne? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Et est-ce que oui ou non ces interventions ont permis d'identifier des leviers de prise en charge ou d'accompagnement sur lesquels on pourrait s'appuyer pour poursuivre la prise en charge ou l'accompagnement de cette personne?
Concernant le recueil d'informations auprès de la personne et de son entourage, donc il y a 2 rubriques, hein, celle sur la personne, celle sur l'entourage. Concernant la personne, on a souhaité que les attentes exprimées par la personne soient recueillies. Donc là, il y a un exemple. Quelle est l'attente principale de la personne? Là, on a un exemple sur garder le moral, par exemple. Quelle est la priorité actuelle de la personne? Là, c'était un exemple sur une personne qui souhaitait rester à son domicile et surtout ne pas être hospitalisée. Et puis, concernant l'entourage, qui est donc un des acteurs majeurs aussi du parcours de santé et de vie de la personne, et un des acteurs donc, qui va participer aussi aux actions de coordination, quelles sont les attentes de son entourage? Là, dans le cadre de cet exemple, c'était que la personne de l'entourage aille mieux et qu'elle soit accompagnée et que cet entourage soit accompagné dans l'aide qu'ils apportent à leurs proches. Alors, ce volet concerne les problématiques et les projets de la personne. Alors, on a souhaité très clairement séparer ce qui était exprimé, ressenti ou envisagé par la personne de ce qui était constaté par les professionnels qui doivent faire une évaluation de la situation de cette personne. Donc, concernant la personne, on a souhaité un recueil de besoins exprimés, de problèmes ressentis et de projets personnels envisagés. Dans cette rubrique, on voit pointer les composantes du projet de vie de la personne, quelle que soit sa situation. Elle peut toujours avoir des projets où l'équipe peut aider la personne à continuer à faire des projets ou à en reformuler. Et puis concernant l'intervention des professionnels dans l'évaluation, quelles problématiques et projets objectivement ils ont pu identifier parmi les besoins exprimés, quels sont les besoins effectivement réellement non couverts, parmi les problèmes ressentis, quels sont les problèmes qui sont effectivement non résolus, qu'on a synthétisé sous la forme du terme problématique, et par rapport aux projets personnels envisagés, quels pourraient être les projets personnels qui nécessiteraient un accompagnement. Voilà. Évidemment, l'ensemble de ces problématiques et projets s'exercent dans les différents domaines de la vie, que je ne vais pas détailler. Alors, après un diagnostic situationnel, on envisage une priorisation des actions, toujours avec la personne. On a tenu, avant de vous présenter la structuration du plan d'action, insister sur l'élément suivant. Lorsque des actions sont envisagées avec la personne, il nous a paru absolument nécessaire de privilégier des actions de prévention sous la forme d'éducation à la santé ou d'éducation thérapeutique du patient, dans l'objectif de toujours maintenir, d'entretenir l'autonomie, voire même de la développer. Ensuite, d'envisager des actions qu'on a qualifiées de réadaptation, rééducation, parce que là encore, on est dans une action avec une participation active de la personne. Et lorsqu'on ne peut pas faire autrement, des actions qu'on a appelées de compensation, qui sont finalement des aides, on fait à la place de la personne, tant sur le plan humain, technique ou financier. Bon, là, on a un exemple qui, par exemple, lors de la rédaction d'un premier plan personnalisé de coordination en santé, a été mis en place un suivi psychologique à domicile de la personne, une intervention d'un kiné qui vient 3 fois par semaine pour faire marcher la personne, et un intervenant là plutôt de l'aide qui va venir faire 2 heures de ménage par semaine. Avant d'envisager de compléter le plan d'action qu'on va détailler, on s'est rendu compte que dans des situations de coordination, en particulier des situations de coordination, de situations complexes, il y avait des petites choses qui étaient à la fois petites, mais qui avaient leur importance, qu'elles risquaient de rendre beaucoup plus compliqué la mise en œuvre d'actions. Donc, c'est des éléments contextuels qui sont indispensables à connaître avant de poursuivre l'élaboration du socle commun de coordination. Par exemple, la personne n'a pas ses clés, mais c'est le concierge qui les a. La personne ne peut pas ouvrir facilement ses portes. Et donc, il faut appeler la voisine pour savoir si la personne est à la maison. Je ne détaille pas l'ensemble des exemples, mais c'est absolument indispensable d'avoir cette petite note de façon à rendre effectives les différentes actions qu'on envisage auprès de cette personne et avec cette personne.
Là, on a le cœur du plan personnalisé de coordination en santé, avec, alors qu'il ne se limite pas à un plan de soins. Non, il est aussi accompagné, si besoin, d'un plan d'aide, où on fait à la place de la personne, on compense, et un plan d'accompagnement où on va aider à la mise en œuvre du projet personnalisé de la personne. Ce volet qu'on appelait volet médico-social, d'accompagnement du projet personnalisé, il n'est pas propre aux établissements et services sociaux et médico-sociaux. La personne à domicile, non institutionnalisée, a un projet de vie et souhaite pouvoir mettre en œuvre un certain nombre de projets. Donc tout ça est finalement... l'ensemble de ces rubriques peuvent être mises en œuvre quel que soit le lieu de vie de la personne qu'on va ou soigner ou accompagner. Voilà. Alors, vous avez rapidement remarqué que finalement, les 3 plans de soins, d'aide et d'accompagnement sont tous structurés de la même façon. Il y a une rubrique qui va reprendre ce qu'on s'est dit il y a maintenant 2 minutes sur des objectifs partagés. On fait un diagnostic de la situation, on s'entend sur les priorités, toujours avec la personne, sur quels éléments on va pouvoir travailler. Là, si je vous prends un exemple très, très rapidement, une personne âgée qui a de l'hypertension artérielle, qui a des problèmes de marche et qui a un habitat, qui a une chambre à l'étage et un habitat dans lequel il y a énormément de tapis, et bien, cette personne, elle va par exemple émettre comme souhait de pouvoir continuer au quotidien à aller acheter sa baguette et se promener avec son petit-fils dans un parc local. Par exemple, les soignants vont pouvoir se donner, après s'être concertés, les objectifs de s'assurer que la personne va pouvoir aller acheter sa baguette sans risquer de tomber, sans risquer d'avoir une hypotension orthostatique lorsqu'elle se lève à cause de son traitement antihypertenseur, et qui vont donc, dans la mesure du possible, essayer d'adapter le traitement hypertenseur tout en s'assurant que la personne est bien hydratée. Voilà. Sur le plan des aides, on va s'appuyer sur les professionnels de l'aide à domicile qui viennent aider la personne et qui pourraient alerter sur des problématiques et des solutions qui pourraient être mises en œuvre. Par exemple, là, ça peut être le passage d'un travailleur social et d'un ergothérapeute qui vont faire un diagnostic finalement de l'ergonomie de l'habitat, avec l'accord de la personne, supprimer les tapis et, si besoin, peut-être envisager d'organiser une chambre au rez-de-chaussée, non pas à l'étage, essayer de mettre en place des aides comme l'APA si la personne en a besoin, l'aide à l'autonomie. Et puis en termes d'accompagnement, c'est est-ce que oui ou non on peut aider cette personne à mettre en œuvre les différents projets qu'elle a dans son quotidien. Et ça, donc, par exemple, un service de soins infirmiers à domicile participe activement à la mise en œuvre du projet personnalisé de la personne à domicile. Si la personne est institutionnalisée, évidemment, c'est l'équipe de l'établissement qui héberge la personne qui va coordonner avec la personne la mise en œuvre de la définition du projet personnalisé. Voilà. À partir du moment où l'ensemble des objectifs a été défini, un certain nombre d'actions que je viens de détailler, pour exemple, vont être mises en œuvre avec des intervenants. On a entendu kiné, ergothérapeute, ça pourrait être l'infirmier, le médecin traitant, évidemment. C'est le travailleur social, le travailleur d'un service de soins infirmiers à domicile. On décrit ce que les interventions vont comporter, je viens de vous en parler, sur la réduction du risque de chute. On regarde sur quels objectifs on va pouvoir travailler, comment on va pouvoir mesurer ces objectifs et évaluer leur atteinte, et à quel moment on décide de faire une réévaluation de la situation et, si possible, de l'atteinte des objectifs. Donc il n'y avait aucune raison que les 3 plans soient structurés d'une façon différente. Et en termes de lisibilité et de partage d'informations, c'est beaucoup plus simple si on a tous la même base de travail. Là, on est sur la dernière étape, qui est l'étape de réévaluation et de compréhension des écarts entre des objectifs formulés qui n'ont pas pu être réalisés. Donc,
décrit chacun des objectifs et puis on essaie d'analyser les causes des écarts. Alors les plus fréquents qu'on a pu identifier, c'est un délai de réflexion de la personne qui doit donner son accord pour la mise en œuvre, pour la définition d'une part des priorités de soins, d'aide ou d'accompagnement. Donc si la personne souhaite réfléchir, évidemment, on ne met pas en œuvre sauf situation d'urgence. La non-convergence de points de vue entre les besoins identifiés par les professionnels et ceux ressentis par la personne ou son entourage à un moment donné. Une attente suite à une démarche qui a été lancée, évidemment, ou quelquefois, ça peut arriver, l'absence de consensus entre professionnels. Donc, on liste là les différentes actions à entreprendre pour essayer d'atteindre l'objectif formalisé, y compris quelquefois de revoir complètement l'objectif, et de nouveau, on se donne une date de réévaluation. Cette diapositive montre qu'à côté d'un cadre qui est finalement assez large et très détaillé, il est possible d'avoir le même type d'outils en mode simplifié. Je pense en particulier dans des cabinets libéraux, maisons de santé pluriprofessionnelles. Ça fonctionne tout aussi bien, on a les mêmes rubriques, mais en étant beaucoup plus accessible, puisque les conditions de travail ne sont pas tout à fait les mêmes que par exemple celles d'un dispositif d'appui à la coordination. Alors, je vous ai dit qu'on avait testé l'outil plan personnalisé de coordination en santé dans une douzaine de situations, ce qu'on appelle des cas d'usage. Donc, on a travaillé sur une personne en situation de vulnérabilité socio-économique et qui est atteinte d'une maladie chronique. On voit bien là, la situation complexe avec des intervenants, médecins traitants et travailleurs sociaux. Une personne âgée à domicile avec une dépendance et des troubles cognitifs qui a été gérée dans un premier temps par le SIAD. Une personne âgée à domicile qui, elle, est en risque de perte d'autonomie, qui était gérée, alors à l'époque, ça s'appelait coordination territoriale d'appui dans PAERPA, c'est l'équivalent des plateformes territoriales d'appui, en appui toujours de la médecine de proximité, du médecin traitant. Une personne à domicile atteinte d'une maladie neurologique neurodégénérative, dans laquelle un appui gradué intervenait, avec tout d'abord un réseau de santé et un CLIC, et puis ensuite une gestionnaire de cas Maya. Une personne atteinte d'une affection psychiatrique dans le cadre d'une approche qui s'appelle la réhabilitation psychosociale et rémédiation cognitive. Une personne atteinte d'un cancer en demande de soins de support, et là c'était géré initialement par une infirmière de coordination d'un réseau cancéro. Une personne résidente d'EHPAD, une personne hébergée dans un foyer d'accueil médicalisé qui était en situation de handicap, pour lesquels on s'est rendu compte que le projet personnalisé, qui est finalement un acte de coordination, pouvait être complété au travers du PPCS aussi. Là, on a travaillé sur des enfants dans le cadre de coordination spécialisée, donc un enfant avec des troubles spécifiques du langage et des apprentissages, et un autre enfant qui était atteint de troubles du spectre de l'autisme. On a travaillé sur une période transitionnelle entre l'enfance et l'adulte, chez un adolescent, c'était souvent des situations compliqué, donc un adolescent en situation de handicap qui vit une rupture dans son parcours de vie, pour lequel la maison départementale pour les personnes handicapées doit organiser un groupe opérationnel de synthèse dans le cadre de la réponse accompagnée pour tous et qui va formaliser un plan d'accompagnement global. Donc on a pu utiliser l'outil socle commun pour formaliser ce plan d'accompagnement global. Et enfin, une adolescente qui faisait l'objet de mesures de protection de l'enfance. Et là encore, on a utilisé cet outil pour formaliser les différentes actions des différents professionnels, toujours en réponse aux besoins, projets, problématiques de la personne ou de son entourage. Alors, quels pourraient être les intérêts du PPCS ? Avant tout, pour la personne que ça concerne directement, l'usager ou son proche, ça permet de formaliser le partenariat entre l'usager et les professionnels du soin, de l'aide ou de l'accompagnement. Ça nous rappelle que la personne est un citoyen qui est acteur de son parcours. On doit maintenir ses capacités d'autonomie le maximum possible de temps. Ça permet aussi d'assurer la cohérence et la continuité entre les parcours de santé et de vie. On n'a pas arrêté d'en parler. Concernant les professionnels, on pense que cet outil facilite le travail collectif tant au sein d'un même secteur, par exemple entre soignants, mais aussi entre les secteurs sanitaires, médico-social et social. On est convaincu qu'il permet de simplifier dans une optique de convergence et de rendre plus lisible finalement cette coordination dans un objectif de cohérence et d'harmonisation des pratiques. Et enfin, et ça c'est vraiment un des éléments clés,
développer la culture de la coordination. On voit que les différents secteurs n'ont pas la même culture, en particulier la culture de la coordination. On pense qu'un outil socle commun faciliterait cette mise en relation, cette mise en commun, cette possibilité d'un travail commun autour d'une situation, d'une personne, d'un patient, d'un usager. Pour les agences régionales de santé, ça c'est extrêmement important. La réalisation d'un PPCS est un très bon indicateur de la mise en œuvre d'une coordination effective des différents acteurs qui interviennent dans cette coordination. Par rapport au numérique en santé, l'outil PPCS il permet de formaliser quels sont les besoins métiers en termes de coordination qui permettent ensuite la dématérialisation de l'outil pour le rendre utilisable dans des interfaces numériques à l'écran et qui permettent surtout la transposition au référentiel d'interopérabilité. On va revenir sur cet item après. Alors justement, quel est l'enjeu du numérique pour la coordination? Ça a été dit ce matin, c'est extrêmement compliqué en 2021 d'envisager de coordonner sans avoir à sa disposition un outil numérique qui permette de faciliter cette coordination. Là, l'outil que je vous ai présenté sous la forme de formulaire, donc l'équivalent d'un PDF ou d'un format papier, il n'a de sens qu'à partir du moment où il est intégré dans une plateforme numérique de coordination. Donc il est dématérialisé. Alors cet outil PPCS, c'est un des services numériques de coordination pour les parcours de santé. Il a effectivement sa place dans la doctrine technique du numérique en santé, dans la partie e-parcours. Alors, cette dématérialisation, elle a deux besoins. D'une part, un besoin qu'on appelle d'interopérabilité technique. Il faut qu'un contenu de dossier de coordination puisse dialoguer aisément avec un dossier médical partagé, avec une messagerie sécurisée, avec un chat, enfin, peut-être tout ce que vous avez déjà utilisé actuellement, mais aussi, et ça c'est un réel besoin du moment, il faut qu'on puisse compléter un dossier de coordination en utilisant des termes qui sont nomenclaturés, c'est-à-dire que l'ensemble des équipes, qu'elles soient des équipes de soins primaires, que ce soit des dispositifs d'appui à la coordination, que ce soit des établissements ou des services sociaux ou médico-sociaux, qu'on ait des nomenclatures, des besoins des personnes, des objectifs, c'est-à-dire qu'on peut se donner et des types d'actions qu'on peut mettre en œuvre pour compléter ce dossier de coordination. Parce que si on imagine un usager qui déménage, qui a un dossier de coordination dans un territoire et qui change de territoire, il est évident qu'on doit pouvoir se transmettre des dossiers de coordination sans avoir besoin de décrypter ou de comprendre quels étaient les termes utilisés par les différentes équipes coordinatrices pour décrire ses besoins, ses objectifs et ses actions. Alors, il y a énormément de publications institutionnelles sur la coordination depuis maintenant 2 ans. Donc, puisque ce diaporama sera mis à votre disposition, j'ai rappelé les principales dans lesquelles il est fait référence au PPCS. Il y a une boîte à outils des dispositifs d'appui à la coordination qui a été élaborée par la CNSA et la DGOS. Il y a un guide d'indicateurs e-parcours dont je vous parlais tout à l'heure, qui a été fait par la DGOS. Donc le PPCS traduit une coordination effective et permet de mesurer la réalité de cette coordination, voire même peut-être un jour de la rémunérer. Et puis les publications de l'Agence nationale d'appui à la performance sur les indicateurs d'activité de pilotage des DAC, et puis quelque chose de plus générique, mais qui permet aussi d'entrer dans les différents concepts autour du parcours de santé, de la coordination et des outils numériques, qui est une publication beaucoup plus récente et extrêmement intéressante. Alors, qu'est-ce qu'on constate dans la vraie vie? Que ce PPCS, il est utilisé de plus en plus. Là, je vous ai décrit 3 exemples, on aurait pu en mettre beaucoup plus. Vous avez un projet qui est extrêmement intéressant d'une association de patients, d'usagers, France Assos Santé, qui va utiliser cet outil pour coordonner le parcours de patients douloureux chroniques. C'est une expérience à laquelle la HAS est associée. Vous avez une expérimentation de territoire obésité, parcours autonomie ensemble pédiatrique. Donc, c'est la structuration d'un parcours de l'obésité pédiatrique pour lequel le PPCS est utilisé comme outil de coordination.
Puis j'ai terminé sur une expérience locale, hein, puisque c'est en Occitanie. Il y a une association Occitadis qui gère le parcours, dans le cadre d'une expérimentation, le parcours des enfants avec des troubles du langage et des apprentissages, et qui a accès via la plateforme numérique régionale de coordination, hein, qui s'appelle SPICO, en Occitanie, Système de partage d'informations de coordination Occitanie. Il a donc accès, cette association a accès au dossier de coordination dans le cadre du parcours de ces enfants avec des troubles du langage et d'apprentissage, et avec laquelle il élabore les PPCS. Donc ça s'appelle Occitadis. J'ai mis tous les liens. Merci beaucoup. Merci. Je termine en vous mettant le lien de la page internet qui héberge sur le site internet de l'HS l'ensemble des productions qui ont pu être faites sur le plan personnel de coordination en santé, hein, le modèle de document, le mode d'emploi, le glossaire et la douzaine de cas d'usage. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Dr Corbillon, pour cette présentation tout à fait intéressante de ce plan personnalisé de coordination en santé. Je passe la parole à Hervé Pingot, peut-être pour une réaction à chaud. Et puis on prendra 2 ou 3 questions qui sont arrivées aussi. Oui, on vous entend, ils sont allumés le micro. Oui. Merci, docteur, pour cette présentation et bonjour. L'HAS porte une ambition. C'est un peu d'ailleurs ce qu'on attend de la HAS, d'être ambitieuse pour notre système de santé. Et donc, l'époque à laquelle vous avez animé ce projet et fait naître ce PPCS, c'était un peu la préfiguration d'un mouvement qui prend de l'ampleur aujourd'hui, notamment au niveau organisationnel, et qui se décline sur les territoires. Bon. Maintenant, très très tôt dans votre présentation, vous expliquez que, par des mots qui sont forts pour moi, hein, que vous avez cherché l'universalité. Hein, par une démarche de factorisation de l'existant sur différentes formes de coordination qui se faisaient dans des réseaux plutôt spécialisés, hein, pour faire simple. Donc je pense que cette factorisation est quelque part aussi associée forcément à une prise de risque. Quand on factorise et qu'on cherche l'universel, on fait des coupes et on laisse de côté certaines spécificités liées à tel ou tel réseau. Donc aujourd'hui, avec le retour d'expérience, une première question que je vais vous poser, c'est quel est aujourd'hui le degré de confiance que vous avez dans cette posture d'universalité? Bon, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Parfait. Et le degré de confiance, il est extrêmement important, mais néanmoins, les limites que j'ai pointées, elles existent encore. Elles sont au nombre de 3. On pense qu'on peut produire le plus bel outil si les utilisateurs de cet outil ne sont pas formés, et en particulier entre les différents secteurs, hein, ça a été beaucoup dit avec le Dr Perron tout à l'heure, ne sont pas formés finalement à un travail en commun et à une formalisation commune autour de la réponse finalement aux besoins d'une personne, ça reste très compliqué. L'autre élément, c'est une informatisation qui est simple, qui répond complètement sans prise de tête aux utilisateurs de l'ensemble des secteurs. Là, à ce niveau-là, ce que je constate 2 ans après, c'est que c'est un outil qui se développe avant tout dans les dispositifs d'appui à la coordination, parce qu'il a une place, hein, en tant qu'outil de coordination dans la loi, hein, sur cet aspect-là. Je suis curieux de savoir s'il peut être utilisé au même niveau dans une médecine de proximité, donc qui fait l'objet d'appui par les dispositifs d'appui à la coordination. Et je suis assez curieux de savoir ce que ça va devenir une fois que les communautés professionnelles territoriales de santé auront un peu avancé, puisque les CPTS travaillent aussi avec les DAC, hein, sur les territoires. Je pense que l'outil peut fonctionner aussi en médecine de proximité s'il est peut-être un peu plus simplifié. Mais néanmoins, à partir du moment où il y a derrière des dispositifs d'appui à la coordination qui ont aussi cette mission finalement d'un transfert de compétences de coordination vers la médecine de proximité, c'est intéressant. Et le troisième élément pour lequel je n'ai pas d'élément de réponse au moment où je vous parle, c'est est-ce que oui ou non on va aller vers une forfaitisation, c'est-à-dire un paiement à la coordination et plus un paiement à l'acte, secteur par secteur, avec des enveloppes budgétaires qui évidemment ne sont pas les mêmes, pour lesquelles il n'existe pas de fongibilité. Donc ça, c'est un chantier pour lequel la HS n'a pas de mission,
mais pour lequel on est très très vigilant parce qu'on pense qu'effectivement, de pouvoir à un moment donné, avec un outil finalement assez simple, identifier que les différents professionnels des 3 secteurs se coordonnent autour d'une situation d'une personne, on peut rémunérer sans avoir besoin de faire une rémunération à l'acte. Une autre question, Hervé. Oui, simplement, je vais un peu faire référence à la conférence plénière qui avait eu lieu dans le même événement en 2019 ici, la conférence plénière d'ouverture du docteur Lamine, qui nous avait montré que la coordination peut se décliner sur le plan opérationnel, sur le plan tactique et sur le plan stratégique. En fait, on écrase un petit peu ces couches actuellement dans le système de santé. On est souvent sur l'opérationnel et l'opérationnalisation parce que le patient est là, il faut le prendre en charge. On oublie un petit peu la dimension tactique et la dimension stratégique. Donc, il y a besoin de coordonner les coordonnateurs. Enfin, voilà, on a besoin de dimensionner les équipes. On a reparlé du modèle économique avec Nicolas Perron et vous l'avez évoqué aussi. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas peut-être un déficit, c'est une question que je me pose, un déficit vis-à-vis de la coordination tactique et de la coordination stratégique qui sont pourtant définis dans la loi, autour en particulier de l'arrêté de définition des CPTS. Ces notions-là ont été rappelées. La stratégique, c'est la couverture territoriale. Le tactique, c'est le dimensionnement des moyens sur le territoire. L'opérationnel, c'est la réalité de la prise en charge. Est-ce qu'on n'a pas, en coordination tactique et en coordination stratégique, quelque part un besoin d'avoir des documents de la HAS qui seraient aussi formateurs et structurants que ceux que vous avez déjà produits? Alors, une réponse très courte, si possible, docteur Corbillon, parce qu'on a beaucoup de questions déjà sur le chat. Oui, évidemment, Monsieur Pingot. Alors, le constat que vous faites, il n'est pas là encore dans l'émission de la Haute Autorité de Santé, mais soyez assurés que l'outil que je vous ai présenté aujourd'hui a été présenté déjà de multiples reprises auprès des différents acteurs dont vous avez fait mention, tant sur le plan stratégique que tactique. Le retour que je peux vous en faire, c'est que ça parle à tout le monde. C'est que finalement, parce que c'est très incarné dans la vie des usagers qu'on accompagne, qu'on soigne, ça m'a l'air de parler à tout le monde. On voit que ça peut être assez facilement identifié. On voit surtout qu'il y a eu un travail sur l'intersectorialité, ce qui était quand même assez ambitieux. Et ensuite, je pense que les politiques vont continuer à avancer pour faciliter la mise en œuvre de ce type de démarche, de ce type de processus. Et je vous le redis aussi, et le docteur Perron en a parlé ce matin, le nerf de la guerre, il faut qu'on puisse financer les parcours, les coordinations de manière globale et pas de manière différente selon les différents acteurs des différents secteurs. Allez, on va prendre quelques questions. On n'aura peut-être pas le temps de les prendre toutes, mais au moins je vous donne la première question qui vient de Corinne Grenier. La création d'un socle commun PPCS a-t-il permis de faciliter, d'accélérer l'appropriation et apprentissage de l'outil par les différents professionnels? Eh bien, écoutez, oui, pour les DAC. Je l'ai dit tout à l'heure, au sein des dispositifs d'appui à la coordination, c'est quelque chose qui prend parfaitement bien. Ça s'explique par le fait qu'il y a eu ce projet d'unification et de convergence des différents dispositifs, pour les rappeler, réseau, Maya et, quand c'est encore possible, les clics. Et compte tenu de cette avancée sur le plan légal et aussi politique, il y a eu besoin à un moment donné de pouvoir alimenter les éditeurs de logiciels qui travaillent dans les plateformes numériques de coordination régionale, de pouvoir alimenter ces professionnels en leur donnant un socle avec des grandes rubriques et quel que soit le type de coordination et le coordonnateur, on doit retrouver ces rubriques. Ça fait partie des recommandations de la HAS. Une autre question envoyée d'une personne qui ne souhaite pas révéler son identité, mais je donne la question. Bonjour, est-ce que le PPCS est envoyé, partagé et lu par le patient une fois élaboré avec lui? De plus, distinguer le volet social des volets sanitaires et médico-social ne nous semble pas refléter la nécessité d'une réponse globale. Qu'en pensez-vous? Alors, oui, il est forcément partagé puisqu'il est co-construit avec le patient et son entourage si l'entourage est impliqué. Ça, c'est la première réponse. Donc, oui, évidemment, il peut être imprimé si c'est plus facile pour la personne directement concernée. Identifier les différents plans de soins, d'aide et d'accompagnement, c'est un parti pris qu'on a eu parce que ça permet quand même de montrer le travail des différents secteurs
Mais ce que je rappelle, c'est que dans les objectifs partagés, alors je n'ai pas montré d'exemple, il faudrait les regarder dans les différentes vignettes situationnelles des cas d'usage, mais ce n'est pas parce que vous avez 3 volets finalement en présentation que les objectifs partagés ne sont pas les mêmes dans chacun de ces 3 volets. C'est-à-dire que les acteurs travaillent ensemble pour répondre à un objectif partagé. Donc c'est juste une question de présentation qui permet d'être un peu structurant et qui montre aussi, en particulier dans des dispositifs plus jeunes, qu'il faut que chaque acteur de chaque secteur ait sa place dans un plan d'action. Dans les dispositifs beaucoup plus avancés, qui ont beaucoup plus d'expérience, le plan d'action, il est unique. Et l'ensemble des acteurs, que ce soit du secteur sanitaire, social et médico-social, complète un tableau avec les différentes rubriques totalement unique, commun. Je vais regrouper plusieurs questions en une, si vous le voulez bien, ce sera la dernière. Dans un objectif d'appropriation du PPCS, qui fait la promotion de ce PPCS sur les territoires? Qui forme les professionnels? Y a-t-il des formations? Et qui en fait la traduction numérique? Alors, on va le faire à l'envers. La traduction numérique, c'est fait par les différents éditeurs de logiciels qui ont pu emporter des marchés pour produire des plateformes numériques de coordination. Hein. En Occitanie, je crois que c'est Spico que vous avez à disposition. Ça, c'est le point de la dématérialisation. Le point de la formation, il y a un certain nombre d'organismes qui font du développement professionnel continu, qui ont commencé à inscrire des formations à ce type d'outils. Néanmoins, le point de vigilance, on a déjà des expériences sur les personnes âgées en risque de perte d'autonomie, c'est que si ces formations ne sont pas pluridisciplinaires et intersectorielles, ça ne va pas aider à diffuser la culture de la coordination d'une part et à favoriser l'usage d'un tel outil. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, Emmanuel Corbillon, sur les prochaines présentations, parce qu'on aura à l'issue de ces présentations une nouvelle session des questions-réponses. On en aura peut-être pour vous, et en tous les cas, peut-être qu'on pourra vous faire réagir aussi. J'aimerais qu'on passe aux exemples d'application d'outils de coordination de parcours déjà existants. On va démarrer avec Marie Zakos, qui est en face de moi, avec la présentation du PSI, le plan de service individualisé. Marie Zakos, vous êtes gestionnaire de cas Maya Grand Nîmes. Merci d'être ici avec nous ce matin. Alors, à partir d'une situation concrète que vous avez gérée en 2016, je crois, il y a quelques années, vous allez nous montrer que le PSI a bien mis en place des actions avec un calendrier tout à fait précis. J'aimerais que dans un premier temps, on présente ce cas. Il s'agit, je crois, d'une dame aujourd'hui âgée de 92 ans qui vit seule, mais je vous laisse détailler. Oui, donc bonjour. Marie Zakos, gestionnaire de cas à la Maya Grand Nîmes qui est portée par le CHU de Nîmes, à la création de cette Maya depuis maintenant 9 ans. Donc, nous avons été interpellés. Alors, les Mayas, c'est la mesure numéro 4 du plan Alzheimer 2008-2012. La gestionnaire de cas, c'est la mesure numéro 5 de ce plan, qui nous viennent de la dénomination anglo-saxonne case manager, comme a été évoqué ce matin par M. Perron, donc du Québec. Et pour être gestionnaire de cas, donc, il faut obtenir le diplôme interuniversitaire de coordonnateur de santé. Donc, la Maya Grand Nîmes a été interpellée fin 2016 sur une situation précaire. Donc, pour être interpellée, il faut une fiche d'orientation avec des critères de complexité. Ces critères de complexité, donc, on avait une personne qui vivait seule, en perte d'autonomie, avec certainement une pathologie chronique évolutive, et avec un autre critère de complexité qui pouvait être un refus de soins. Donc, pour le coup, c'était le cas, une inadaptation des aides, un épuisement de l'aidant. Donc, c'est la délégation départementale de l'Agence régionale de santé qui nous a interpellés suite à un signalement fait par un voisin. Cette dame donc vivait seule, la présence de deux neveux, dont un qui vivait à moins de 20 km, mais qu'elle ne voyait jamais, un voisin qui était plutôt aidant, parce qu'il regardait si tous les matins les volets étaient ouverts, et des services sociaux qui ne pouvaient pas rentrer chez cette dame et pour lesquels l'entourage était inquiet. Donc, au préalable, je me suis entretenue avec cette personne pendant plus de 2 mois par la fenêtre. Donc, j'étais dans la rue, je lui parlais. Et petit à petit, pour gagner sa confiance, j'ai d'abord observé que sur le rebord de la fenêtre, il y avait des cartons avec des denrées périssables et non périssables. Donc, elle m'a rapidement expliqué qu'elle n'avait pas de frigo. Donc, pour pouvoir gagner sa confiance et pouvoir entrer dans son intimité donc chez elle, j'ai d'abord pensé à pouvoir lui faire acquérir un réfrigérateur. Mais au fur et à mesure que j'avançais, j'ai su que les services sociaux avaient fait un signalement au procureur.
Donc, j'ai mené un peu l'enquête par rapport à ça. J'y reviendrai par la suite. Donc, j'ai pu lui faire acquérir un réfrigérateur avec une aide sociale du CCAS. Mais pour pouvoir rentrer dans le logement, je me suis fait aider du voisin très présent qui a permis de faire installer, parce que je suis allée moi-même choisir du moins ce frigo, avec bien sûr le souhait de la personne, ce qu'elle souhaite, un petit congélateur, un frigo plus grand, etc. Elle congelait son pain tous les jours. Et donc petit à petit, une fois que je suis rentrée dans le logement, j'ai perçu qu'on avait des conditions de vie précaires, une insalubrité dans le logement, une absence de suivi médical depuis plus de 10 ans, une incapacité certainement à la toilette et puis une incapacité dans les activités de la vie quotidienne qui était du moins l'entretien du logement, du linge. Elle se faisait livrer des courses par la fenêtre, par l'épicerie qui était à peu près à 5 km de chez elle. Et elle réglait par chèque. Donc, une fois que ça a été acquis, que j'ai pu rentrer dans le logement, j'allais chez cette dame. Au départ, je vous ai dit, une fois par semaine pendant 2 mois. Et ensuite, j'ai espacé tous les 15 jours pour ne pas être trop envahissante. Puis j'ai fini par gagner sa confiance en lui expliquant que le but, c'était de la maintenir à domicile dans les meilleures conditions possibles, mais que pour ça, il fallait qu'elle soit aidée. Donc, elle m'a expliqué que pendant plus de 10 ans, elle n'était plus sortie de chez elle. Elle avait sa sœur qui habitait à moins de 3 km du logement. Elle s'y rendait tous les jours et sa sœur est décédée. À partir de là, donc 10 ans, elle est restée recluse en ne voulant voir personne. Donc, finalement, j'ai proposé un plan d'aide personnalisé à l'autonomie. Mais pour ça, il me fallait un médecin traitant. Donc, je suis allée chercher un médecin traitant à qui j'avais bien expliqué la situation. Je ne voulais pas qu'il soit trop invasif dans la situation. Il a accepté donc, de venir la voir. Elle a accepté de le recevoir. J'étais présente. Donc, une fois que ce certificat médical a été établi, c'est le dossier APA qui a été élaboré plus ou moins avec les pièces indispensables. Donc, ça a été le parcours du combattant parce qu'il a fallu aller chercher aux impôts, etc., les factures, bon, enfin, tout ça. Une fois que le plan APA a été mis en place, bien entendu, la problématique, c'était du logement insalubre. Donc, il a fallu que je fasse appel aux services de la mairie qui sont venus constater que le logement était insalubre. Le propriétaire qui habitait sur le même terrain, qui a eu l'obligation donc de devoir faire les travaux, mais lui, son but, c'était de sortir cette dame de chez elle parce qu'il voulait récupérer le logement. Et madame souhaitait rester vivre dans ce logement. Donc, il m'a expliqué que les travaux ne pouvaient être possibles sans qu'elle soit là. Donc, cette dame ne voulait pas quitter son logement. Donc, j'ai pu trouver un compromis entre le fait que le maçon puisse arriver un peu plus tard dans la matinée, que madame puisse se lever à ce moment-là et que les travaux puissent être faits. Donc, pendant plus d'1 an, les travaux ont été faits en priorité. On a commencé par la salle de bain pour que je puisse par la suite mettre en place une infirmière, parce qu'il faut toujours faire de l'anticipation. Donc, la salle de bain a été réalisée, c'est-à-dire que la douche a été le baignoire a été enlevé, le bac à douche a été installé. Donc, avec des barres d'appui, les tapis antidérapants, etc., pour sa sécurité. Donc, petit à petit, les choses se sont construites. J'ai pu mettre en place une infirmière. Une fois que le logement a été donc complètement rénové, le plan APA a pu se mettre en place petit à petit avec les aides à domicile, mais il ne fallait pas non plus qu'elle soit très invasive. Elle n'acceptait que l'entretien du logement et du linge. Les courses continuaient à se faire de la même façon avec l'épicerie du coin. Et puis surtout, il fallait éviter les hospitalisations. Un lundi matin, je reçois un coup de fil. Le voisin me dit « Madame Akos, madame est tombée ». OK, donc je me suis déplacée de suite au domicile. Et effectivement, j'avais un hématome au niveau de son poignet gauche. Donc le médecin traitant, elle ne voulait pas en entendre parler. Je lui ai expliqué qu'il n'y avait que lui qui pouvait pouvoir diagnostiquer s'il y avait quelque chose de grave et que je ne pouvais pas la laisser dans cet état-là. Elle a accepté que je l'appelle. Donc il est venu très rapidement dans la journée. Et effectivement, il a constaté un poignet avec certainement une fracture. Elle n'a pas souhaité avoir de radio, donc le médecin traitant m'a dit on la laisse tranquille. On a continué à évoluer dans cette situation. Et malheureusement, un dimanche matin, après le passage de l'infirmière, elle a chuté à son domicile. Et le voisin qui, le matin même, n'a pas vu le lendemain les volets ouverts, m'a alerté. Donc, on a constaté une chute, donc les urgences, un service à l'hôpital. Je me suis mise directement en lien avec le médecin du service. D'abord les urgences, parce que c'est le but, c'était de positionner la gestionnaire de cas pour pas qu'il y ait de rupture de parcours. Donc, à partir de là, j'ai porté moi-même en service une fiche de liaison qui reprenait l'identité de la personne, son histoire de vie, pourquoi elle était suivie en gestion de cas, les actions qui avaient été mises en place et surtout, dès le retour à domicile, être présente
et suivre les préconisations du service. Donc c'est ce qui a été fait. On avait des préconisations sur un diagnostic de dénutrition, donc différentes consultations en service hospitalier, où chaque fois je l'ai accompagné, j'étais présente, j'expliquais aux médecins, etc. Ce qu'il y a de certain, donc, c'est qu'aujourd'hui, on a une situation qui est stabilisée. Elle a même accepté, cette dame, une mesure de protection parce que moi, j'avais quelques possibilités pour les documents administratifs, mais ma mission, à un moment donné, ne pouvait pas aller plus loin. Je le lui ai expliqué. Donc, je l'ai accompagnée jusque devant le juge à qui j'avais fait la même fiche de liaison. J'ai expliqué le pourquoi du comment, pourquoi on était là. Son neveu était là. Donc, en premier lieu, il y a une curatelle simple qui a été mise en place, puis une curatelle renforcée et aujourd'hui, une tutelle. Alors aujourd'hui, comment est-ce qu'elle va, cette dame? Cette dame, elle va très bien. Et surtout avec du recul, Maryse, dites-nous l'intérêt de tout ce qui a été mis en place à travers ce PSI. Alors, le PSI, ce qu'on peut dire, c'est que c'est l'outil de référence pour la mise en cohérence de l'ensemble des interventions des professionnels. C'est la composante essentielle de la gestion de cas. Ce PSI ne peut pas rester figé. Il faut qu'il évolue au cours des différentes actions. Et il est réévalué tous les 6 mois. S'il doit l'être auparavant parce qu'une action est pointée du doigt par exemple, la mise en place d'un kiné, il est réévalué à ce moment-là. Comme ça a été dit ce matin, il faut à tout prix prendre en compte la parole de la personne, son souhait, que ce soit partagé aussi avec tous les professionnels. Et ce PSI, aujourd'hui, on n'avait pas jusqu'à maintenant, à part Spico qui arrive pour les prochains dispositifs, on n'avait pas de plateforme numérique. Mais en tout cas, chaque fois que j'organisais une table de concertation clinique avec tous les professionnels, j'expliquais oralement ce qui était fait, les actions qui étaient menées, les actions que les professionnels menaient à travers ce PSI, et ensemble, on avançait sur la situation. Il faut aussi qu'apparaissent sur ce PSI les actions non comblées, surtout ne jamais les oublier, pour qu'on puisse y revenir régulièrement, pour être sûr que la personne soit sécurisée à domicile dans les meilleures conditions possibles. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'est pas lié à une enveloppe budgétaire, parce que c'est la mission du gestionnaire de cas à 100%. Ce que je peux vous dire d'autre, c'est qu'il favorise l'autonomisation, qu'il augmente la qualité de vie de la personne, la satisfaction de la personne et de son entourage pour le maintien à domicile. Merci beaucoup pour cette illustration très parlante. Et donc, cette dame va bien aujourd'hui. Elle va très bien. Merci Maryse Akos. J'aimerais qu'on parle à présent, qu'on fasse la présentation du PPS, le plan personnalisé de santé, avec vous, Julie Fréjaville. Bonjour, vous êtes coordinatrice sociale pour la PTA du Lot et le réseau de santé ICAR 46. Alors, on connaît tous les réseaux de santé. En revanche, la PTA, moins. Est-ce que vous pourriez nous la présenter en quelques mots ? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Donc, pour présenter rapidement la PTA, donc, il s'agit d'un dispositif d'appui à la coordination pour les professionnels qui a été mis en place. Donc, c'est un dispositif départemental à destination des professionnels de tout secteur, donc sanitaire, médico-social, social, du premier recours et du second recours, sur l'organisation des parcours ressentis comme complexes. Voilà, cette notion de ressenti, de complexité a été évoquée ce matin et voilà, effectivement, c'est important de le souligner. Et indépendamment donc de l'âge des patients ou de la pathologie. Et donc les PTA ont 3 missions principales, sans rentrer dans le détail. Donc une première mission d'information et d'orientation vers les ressources existantes sur le territoire. Une seconde mission d'appui à la coordination sur les parcours santé complexes. Donc ça reste de l'appui à la coordination parce qu'il y a la notion de non-substitution aux acteurs de terrain. Et également une dernière mission de soutien aux pratiques et initiatives professionnelles et projets territoriaux, donc avec de l'animation territoriale. Alors vous aussi, vous allez nous présenter un cas. Oui. Donc une situation pour laquelle donc la PTA a été sollicitée, c'était en début d'année 2021, par une assistante sociale de secteur qui, suite à l'alerte d'un voisin, avait réalisé une visite à domicile avec la coordinatrice gérontologique de l'espace personnes âgées. Et donc elles ont découvert la situation d'un monsieur de 86 ans
a priori, au vu de son discours présentant des troubles cognitifs, se plaignant de vertige, avec une perte d'autonomie notable sur certains actes de la vie quotidienne, vivant seul, donc ce monsieur, dans un logement dépourvu voilà, du confort de base, également dépourvu d'électricité, a priori suite à une coupure pour impayés, et donc en pleine saison hivernale. Donc on a été sollicité dans un premier temps par rapport à l'urgence de mise à l'abri de ce monsieur. Du coup, qu'est-ce que vous avez mis en place? Comment vous avez géré cette situation? Du coup, dans cette situation, ce monsieur était très isolé, avec très peu de professionnels autour de lui, un médecin traitant qu'il n'avait pas vu depuis très longtemps. Donc, il a été important dans un premier temps de pouvoir faire une évaluation de la situation et de creuser un peu plus finement sur certains aspects, notamment administratifs, financiers, familial. Voilà, c'est savoir s'il y avait de l'entourage et qu'est-ce qui avait fait qu'il s'était retrouvé dans cette situation. Donc le lien avec le médecin traitant a été important dans un premier temps pour pouvoir après par la suite ouvrir à d'autres professionnels qui pourraient nous aider dans cette situation, avec la priorisation d'actions, on l'a également évoqué ce matin, parce qu'il était important de pouvoir donc dans un premier temps mettre à l'abri ce monsieur. Donc un lien a été fait vers les services d'hébergement d'urgence. Donc avec une admission sur un hébergement d'urgence qui restait temporaire, donc qui nous laissait le temps de recueillir les informations nécessaires. Et donc par rapport à cet hébergement d'urgence, donc on est sur des structures avec des professionnels du champ social, pas forcément formés pour prendre en charge une personne comme ce monsieur. Donc il a été nécessaire de mettre en place un étayage, que ce soit avec la mise en place d'aides à domicile, de professionnels du soin, donc avec des infirmiers qui passaient, en attendant de pouvoir trouver une solution plus pérenne et d'effectuer les démarches en ce sens, avec notamment des dépôts de dossiers d'EHPAD. Mais pour ça, il fallait pouvoir éclaircir la situation financière et administrative. Donc ça n'a pas été simple. Ça a pu se faire avec bien évidemment l'appui de l'assistante sociale et de la coordinatrice gérontologique. Le médecin traitant a également fait des orientations vers le service de gériatrie de l'hôpital pour que des évaluations puissent être faites. Donc ça a vraiment été un travail collaboratif et interdisciplinaire, qui a permis aussi d'ouvrir sur des questionnements plus larges et notamment sur des groupes de travail sur le parcours plus général de ces personnes. Avec du recul, Julie, comment est-ce que vous jugez de toutes ces actions que vous avez mises en place ? Je pense que dans ce cadre-là, donc le PPS peut-être pour en dire deux mots sur ce qu'il est réellement. Donc, on a présenté le PSI et également le PPCS. Donc, il s'agit d'un outil de coordination informatisé. Donc sans parler d'un dossier patient, c'est une image à un instant T d'une situation qui permet d'établir une photographie qui se présente en différents volets. Donc un premier volet de recueil d'informations générales sur la personne, son entourage. Également un recensement des acteurs concernés par la prise en charge, donc qui peut bien évidemment évoluer au cours de l'accompagnement. Et donc ces acteurs recensés sont les acteurs qui auront également accès donc à cet outil. Donc c'est vraiment, on est dans le partage de l'outil et de l'information. Une partie également d'évaluation globale et multidimensionnelle, avec effectivement une partie qui se retrouve comme dans le PPCS, une évaluation médicale, une évaluation sociale, psychologique, où tous les aspects de la personne sont pris en compte. Et ensuite une partie problématisation et mise en place d'actions en conséquence. Et donc, pour répondre à votre question par rapport à ce que permet ce PPCS, c'est d'abord, comme je le disais, un partage d'informations et d'actions élaborées entre les différents acteurs. Ensuite, il favorise également une prise en charge globale et continue du patient. Il permet de structurer
un plan d'action. Il améliore donc par là la coordination des actions. Il permet de soutenir voilà, les professionnels de premier recours dans la prise en charge de ces patients, voilà, parce qu'ils se sentent, voilà, c'est ce qui remonte aussi, hein, parfois isolés sur ces situations. Donc le fait de pouvoir créer une équipe voilà, autour du patient, ça peut être facilitant pour eux. Il permet également, voilà, il facilite le décloisonnement des champs d'intervention. On en a également parlé tout à l'heure. Voilà, c'est vrai que voilà, les champs sociaux, médico-sociaux et sanitaires ne sont pas forcément habitués à travailler ensemble et ça permet d'assurer une meilleure prise en charge autour du patient. Et enfin, donc il faut noter, ça a également été évoqué par Monsieur Corbillon, que le PPCS est également un outil qui permet de faire remonter les indicateurs attendus par l'ARS. Voilà. Ma dernière question, Julie, c'est quelle similitude, quelle convergence vous voyez, vous, entre ces différents dispositifs? Oui, effectivement, hein, le message des exemples voilà, et de ce qui a été présenté, c'est que effectivement, au-delà d'une porte d'entrée qui peut être différente, hein, que ce soit sur les MAIA, sur les réseaux ou sur les PTA, on constate qu'on intervient tous dans des objectifs communs, voilà, d'améliorer l'organisation de ces situations complexes, également dans une même démarche et une même logique, avec voilà, une partie sollicitation, signalement ou orientation en fonction de comment on l'appelle, une partie recueil de données, évaluation, et également une partie analyse avec problématisation et plan d'action. Voilà. Merci beaucoup, Julie. Je vous propose en troisième partie, et pour conclure notre matinée, un coup de projecteur à présent sur le témoignage patient avec Jean-Michel Bruel, qui est avec nous aujourd'hui aussi dans ces studios, président de France Asso Santé Occitanie. Merci beaucoup d'être avec nous, Monsieur Bruel. Vous allez en quelque sorte revenir sur l'ensemble de la matinée et surtout nous présenter le point de vue patient sur son vécu, notamment par rapport à la complexité du système de coordination et les attentes du patient. Je vous laisse la parole, Monsieur Bruel. Merci beaucoup et merci de cette invitation. Je crois effectivement, et ça a été dit à plusieurs reprises ce matin, que la coordination des soins, la coordination en santé, du parcours de soins, du parcours de vie, elle ne peut pas se faire sans l'intéressé lui-même et sans l'entourage qui est indispensable à cet intéressé. Et donc c'est un petit peu à ce titre-là que j'interviens ici. Si je coordonne France Asso Santé Occitanie, on a parlé de France Asso Santé déjà ce matin, c'est l'union régionale de toutes les associations de patients et d'usagers du système de santé. Alors, en fait, moi je dirais que tout ce que j'ai entendu ce matin montre qu'il y a des raisons d'espérer et que la coordination est une évolution de notre système de santé qui va dans le bon sens. Et autant dans ce qui a été dit ce matin par le docteur Perron que ensuite par le docteur Corbillon et là par les deux intervenantes de cette table ronde, tout ceci, c'est des éléments très positifs. Encore une fois, dans les deux interventions du docteur Perron et du docteur Corbillon, j'ai noté l'importance donnée à la participation directe du patient et de son entourage. Et la coordination, elle ne peut pas se faire sans ça. Et aujourd'hui, le patient, il participe aux soins et on a bien entendu que les professionnels de santé, ils devaient prendre compte du savoir expérientiel du patient et de son entourage. Donc tout ça, c'est très encourageant. Mais je dirais qu'aujourd'hui, et je vous le montrerai au travers de quelques chiffres, si on demande à l'usager et au patient ce que représente pour lui la coordination, eh bien, je crains que le patient et l'usager, ils considèrent que la coordination, c'est d'abord une coordination entre professionnels pour des objectifs qui sont essentiellement des objectifs de professionnels. Alors justement, vous avez, dans l'optique de l'implication des patients, lancé une enquête BVA sur plus de 1000 usagers d'Occitanie que vous allez nous présenter. Vous avez un petit Pavlov, une petite zappette voilà, sur la table, et un petit PowerPoint avec quelques chiffres qui parlent. C'est très rapide, si vous pouvez me passer la première diapositive. Donc quelle est la vision des usagers, des structures de coordination si vous voulez,
pour assurer que ce n'est pas simplement une impression personnelle ou de quelques acteurs, nous avons, France Assos Santé Occitanie, nous avons demandé à BVA de réaliser une enquête qui a été faite auprès de 1002 habitants avec les critères habituels de représentativité d'une enquête. Donc ça a été réalisé en Occitanie au cours du mois d'avril 2021, donc c'est quelque chose qui est récent. Et en fait, si on regarde les principaux résultats de cette enquête, dont l'intégralité est visible, y compris sous sa forme infographique sur le site de France Assos Santé Occitanie, mais dont je vous montre là quelques chiffres, il n'y a pas tout à fait la moitié des habitants qui savent qu'il existe en Occitanie des regroupements de professionnels de santé. Et donc, ça veut dire que plus d'un sur deux ne sait pas qu'il y a des regroupements professionnels de santé et que l'objectif de ces regroupements, c'est justement d'aller vers une meilleure coordination des soins. Et il y a 39% des habitants qui, pourtant, choisissent leurs professionnels de santé en fonction de leur appartenance à un tel regroupement. Donc, les usagers et les patients ont bien la perception que c'est une évolution importante et à laquelle ils souhaitent, on le verra, participer. Si on regarde un petit peu plus dans le détail par rapport à des structures de coordination que sont aujourd'hui les maisons de santé, les centres de santé, les maisons de garde ou les communautés professionnelles territoriales de santé, les fameuses CPTS, eh bien, il y a 83% des habitants d'Occitanie qui ont entendu parler des maisons de santé pluriprofessionnelles, mais il n'y a que 23% qui ont entendu parler des communautés professionnelles territoriales de santé. Et quand on leur demande, mais est-ce que vous voyez bien, est-ce que vous pensez voir ce dont il s'agit, il y a à peine la moitié des interrogés qui disent qu'ils voient à peu près ce dont il s'agit pour les maisons de santé pluriprofessionnelles, et il y a 4% des interrogés qui voient ce dont il s'agit pour les CPTS. Il y a 2 habitants sur 3 qui ne savent pas où se situe la maison de santé la plus proche de leur domicile, et alors que malgré des inégalités d'accès aux soins qui sont une des spécificités de notre région d'Occitanie, le temps moyen estimé entre le domicile et la maison de santé la plus proche est de moins d'1 quart d'heure. Et enfin, et je terminerai là-dessus à propos des résultats, et je vous en dirai un mot en conclusion, il y a 80% des interrogés qui souhaiteraient s'impliquer dans des regroupements de santé. En tout cas, il y a 80% qui voudraient voir le développement de maisons de santé et il y a 47% qui sont prêts à s'impliquer directement sur l'organisation de ces coordinations au sein des groupements de santé. Ça veut dire quoi? Qu'il y a un vrai travail de communication à fournir là? Alors, c'est sur ça que je voudrais finalement terminer. Parce que on a vu au travers de tout ce qui a été dit précédemment ce matin qu'il y avait une évolution positive. Simplement, il y a un travail d'acculturation tant du côté des professionnels que du côté des usagers et des patients. Et encore une fois, c'est important que chacun, du côté des professionnels de santé comme du côté des usagers et des patients, s'acculture à ces nouveaux modes de coordination. Et on voit qu'au travers des chiffres que je viens de vous donner, on voit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors ce travail, il me semble important à plusieurs niveaux. Et on a parlé des niveaux ce matin. Au niveau de proximité, il est évident qu'aujourd'hui, il faut que les patients soient mieux informés de ces dispositifs de coordination. Parce que sur ce que vous nous avez cité l'une et l'autre, moi, ma réaction, c'est est-ce qu'il n'y a pas un côté aléatoire de sélection qui fait que vous avez eu l'une et l'autre la chance d'être alertés par un voisin? Qu'en est-il pour de nombreux
patients et usagers qui sont dans la même situation, voire dans des situations pires, mais qui n'ont pas eu la chance de voir l'alerte donnée par un voisin et du coup de voir intervenir les acteurs que vous êtes avec les outils que vous avez évoqués. Et donc ça, c'est au niveau de la proximité. Et puis, je pense que les usagers, ils doivent intervenir en tant que représentants des usagers. Vous savez qu'aujourd'hui, les représentants des usagers sont structurés, représentent des associations diverses, tant de patients que de citoyens. Et ces usagers, ils doivent intervenir dans la structuration. Et tout à l'heure, le professeur Pingot parlait de stratégie et de tactique. Eh bien, c'est sûr que lorsque l'on monte dans la hiérarchisation de l'organisation de la coordination, eh bien, il faut le faire aussi avec les usagers. Et les usagers doivent être impliqués dans l'organisation des communautés professionnelles territoriales de santé, mais aussi dans celle des dispositifs d'appui à la coordination. Et on rappelle, c'est important, Monsieur Bruel, que les résultats de cette enquête sont disponibles sur le site France Asso Santé Occitanie. Hein ? Absolument. Ok. Merci à tous les trois. J'aimerais vous faire réagir, Dr Corbillon, à ce que vous venez d'entendre, peut-être même aux résultats de l'enquête que vient de nous présenter Monsieur Bruel. Oui, mais ça rend humble, hein, puisque de fait, ce qu'a pu dire Monsieur Bruel, c'est que finalement, on aurait pu le dire aussi, je vais être un peu direct, mais on aurait pu le dire pour bon nombre des professionnels qui sont pour le moment impliqués dans le parcours de santé des usagers, tant sanitaires que social. Les communautés professionnelles territoriales de santé sortent de l'œuvre. Les CPTS ne sont pas une méga maison de santé pluriprofessionnelle, par exemple. Donc, ce sont des messages qui sont très simples. Dire une CPTS, c'est une communauté de professionnels qui vont se mobiliser autour d'un projet de santé au sein d'un territoire. Ça permet de rendre un petit peu moins obscur le concept et puis surtout de se rendre compte que finalement, notre médecin, notre infirmière, notre pharmacien vont travailler sur une thématique, par exemple les maladies coronaires sur un territoire, et ils vont tous travailler dans le même sens pour améliorer la santé publique sur un territoire. Ça pourrait être une personne âgée, ça pourrait être une personne en situation de handicap. Donc, je partage complètement, évidemment, le constat de M. Bruel, mais je l'étends aussi à l'ensemble des acteurs des acteurs professionnels du parcours de santé, tous secteurs confondus. Il y a un énorme travail d'explicitation finalement et de réduction finalement d'une complexité systémique au service de l'usager et au service des professionnels de santé qui les soignent et les accompagnent. Hervé Pingot, que vous inspirent les propos du docteur Corbillon et peut-être les trois présentations là, qu'on a eu le plaisir d'avoir ce matin? Oui, moi, j'adhère à ce propos. Je jouis là, par rapport à un certain nombre de convictions qu'on a construites au cours du temps en tant que chercheur, moi et mes collègues. Je crois effectivement qu'on a besoin de lanceurs d'alerte et que c'est un rôle sur lequel il va falloir réfléchir. Je me demandais récemment si le facteur, quand il distribue le courrier, n'est pas potentiellement un lanceur d'alerte. Enfin, il y a un problème sociétal qui se pose derrière la vigilance qu'on doit à nos citoyens, surtout lorsqu'ils sont isolés ou sans aidants ou sans environnement. Après, je crois que M. Bruel a très bien souligné le fait qu'on reformule le problème de démocratie sanitaire. Complètement. La représentation en démocratie sanitaire à l'hôpital se fait, bien ou mal, mais elle se fait. La représentation en dehors de ce cercle-là, je ne suis pas sûr qu'il y ait une vraie gouvernance et que, quelque part, on ait le moyen de donner des chambres de résonance vis-à-vis d'un certain nombre de déficits qui sont patents. Et puis après, voilà, moi, j'ai adoré les récits de nos deux intervenantes. C'est complètement en ligne avec ce qu'on va faire cet après-midi sur les ateliers, puisqu'on va aussi raconter des histoires. Et le caractère systémique qui consiste à savoir décomposer ces histoires et à savoir rentrer dans une certaine rationalité pour être capable d'aller vers ce PPCS. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire à travers les deux ateliers, probablement
maladroitement, parce qu'on est sur des débuts de culture à ce niveau-là, avec les 48 inscrits cet après-midi et demain. Mais on va essayer de passer à la pratique. Voilà. On va essayer de se casser la figure, mais sans dommages collatéraux, quoi. L'illustration par l'exemple et le témoignage, c'est toujours intéressant. Jean-Michel Bruel voulait réagir. Oui, je n'ai pas donné d'exemple concret, mais je vais vous en donner deux très rapidement. Aujourd'hui, que penser vous avez insisté sur les ruptures de parcours que constituent certains événements sociaux ou sanitaires. Alors, par exemple, pour le sanitaire, il y a la survenue d'un incident ou d'un accident qui relève d'une prise en charge en urgence, vous l'avez dit, pour la deuxième chute de votre patiente. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là aujourd'hui ? Aujourd'hui, il y a une rupture de parcours évidente, souvent qui n'est pas connue du gestionnaire de cas. Dans votre cas, c'était peut-être une chance que vous soyez au courant, mais aujourd'hui, il est monnaie courante que les services d'urgence renvoient à leur domicile des patients à 2 heures du matin. Ce ne sont pas des cas isolés. C'est-à-dire que le service d'urgence, dans la mesure où il estime que l'état du patient ne justifie pas une hospitalisation immédiate, il appelle un ambulancier et il renvoie la patiente ou le patient à 2 heures du matin à son domicile sans savoir quel est le domicile. Si par exemple c'est une résidence seniorisée où il y a une fermeture automatique des portes à partir de 22 heures, etc. Je vous parle de choses très concrètes. Deuxième exemple, un patient qui est opéré pour un anévrisme de l'aorte ascendante, ça fait quand même partie des interventions cardiothoraciques qui ne sont pas très très simples. Les suites opératoires sont extrêmement simples. Le patient sort au 8e jour. Le 9e jour chez lui, il a 39. La seule possibilité qu'il a eue, c'est de revenir par l'intermédiaire du service des urgences à l'hôpital où en fait on a diagnostiqué une complication intercurrente qui ne relevait pas du service dans lequel il était. Mais entre-temps, le patient, il n'a pas pu voir son médecin traitant, il n'a pu voir personne, il n'a pas pu contacter le service parce que le contact téléphonique, souvent avec les services spécialisés, est très difficile, et il a dû repasser par la case urgence. Donc, si vous voulez, c'est quand même des exemples, et encore une fois, moi, je prends en compte les exemples très positifs qui nous ont été donnés ce matin, mais on doit mesurer aussi qu'à côté de ça, il y a une foule de situations qui aujourd'hui ne sont pas coordonnées. Docteur Corbillon, est-ce que vous voulez réagir brièvement à ce que nous a exposé Jean-Michel Bruel ? Mais ce que M. Bruel vient de décrire, en fait, ce sont des dysfonctionnements qui vont bien au-delà finalement de ce qu'on pourrait appeler une coordination. Ce sont des dysfonctionnements qui oublient le bon sens. Une personne âgée, on ne la renvoie pas à domicile sans s'inquiéter de est-ce que ou non il y a un entourage, quelles sont les conditions d'habitat, quelle va être son autonomie après être passé au service des urgences. On sait tous, surtout à partir d'un certain âge, que c'est très déstabilisant d'être déplacé vers l'hôpital et d'y faire un séjour probablement en plus un peu bousculé compte tenu du contexte actuel des urgences et du contexte pandémique. Donc, le bon sens voudrait qu'on ne renvoie pas une personne comme ça sans assurer, un peu ses arrières et les arrières en termes de situation d'accueil de la personne. Et la coordination, elle pourrait répondre à ça en se disant on a un profil de patient particulier qui va avoir des besoins qui seront probablement pas très simples, et quel dispositif on peut déclencher, y compris à 2 heures du matin, pour au minimum garder la personne jusqu'au lendemain et organiser un relais au minimum social s'il n'y a plus de problématiques sanitaires, ou au maximum un relais avec l'équipe de soins de proximité, de façon à ce que cette personne, comme l'a décrit M. Bruel, ne reste pas toute seule pendant 8 jours en post-opératoire. Voilà. Là, la coordination, elle a complètement sa valeur ajoutée. Alors, c'est une coordination que je vais qualifier de base usuelle. On n'est pas dans du très complexe, mais c'est du bon sens, en fait. C'est répondre aux besoins, offrir une réponse aux besoins d'un patient à un moment donné dans son parcours de vie.
On arrive au terme de cette matinée. Pour autant, j'aimerais qu'on la conclue avec une question qui me semble vraiment intéressante, qui relève un peu de la philosophie et en tous les cas de l'éthique, qui nous est posée par Béatrice Bernard, qui nous demande, et je vais poser la question à la cantonade, constate-t-on actuellement un problème de repérage de la vulnérabilité dans notre société ? Docteur Corbillon, vous voulez répondre en premier et puis peut-être qu'on fera un dernier tour de table. Alors, je ne sais pas si on a une vraie problématique de repérage de vulnérabilité, parce que quand je vais ramener un petit peu à mon propre exercice et à la maison qui m'emploie, on est de plus en plus amené à traiter des questions qui ont vraiment trait à des problématiques de vulnérabilité dans tous les domaines d'ailleurs possibles et imaginables, tant de la santé que sur le plan socio-économique, addiction. On parle aussi de plus en plus des populations migrantes. Donc, je pense que vraiment, il y a eu des progrès en termes de production de recommandations pour la prise en charge de ces populations. Par contre, ce qui est très clair, c'est qu'on peut faire là encore les plus belles recommandations qu'on veut. Si ces patients n'évoluent pas dans un système qui permette rapidement non seulement de les repérer, mais aussi d'engranger assez rapidement finalement un ensemble de solutions ou d'actions qui répondraient à leurs priorités. On revient sur le même principe que ce que j'ai présenté sur le PPCS. Je pense qu'on n'est pas très très pertinent. Le repérage est à organiser, mais il faut aussi rapidement leur proposer des choses et un accompagnement qui permettent de pérenniser ensuite des actions au long cours. Chacun qui souhaite peut-être prendre la parole sur cette question. Marisa Cos, je vous en prie. Moi, je confirme vraiment une explosion de la vulnérabilité. On ne passe pas une semaine sans qu'un médecin traitant ou un professionnel nous interpelle sur une situation qui ne nous est pas connue pour que l'on puisse intervenir très rapidement, c'est-à-dire dans l'urgence. Et c'est souvent le cas le jour même, pour le jour même. Le nombre de dossiers de mesures de protection qui sont aussi en constante évolution, et le nombre de signalements aux procureurs qui sont faits par les professionnels, mais qui sont déjà sur la situation et qui se rendent compte malheureusement que bien souvent, c'est l'entourage qui est néfaste à la personne. Jean-Michel Boruel. Oui, moi aussi, je pense qu'il est très important qu'on fasse attention aux personnes en situation de vulnérabilité. Elles correspondent à des situations très diverses, depuis des personnes qui ont des troubles de santé mentale, des personnes qui sont à la rue. Et on l'a vu avec la gestion de la crise actuelle, ces personnes, elles ont eu souvent une double peine ou une triple peine par rapport aux citoyens lambda. Parce que les personnes à la rue, elles ont vécu et elles vivent encore aujourd'hui la crise sanitaire de manière encore plus dure que des personnes qui ont dans une situation sociale équilibrée. Et ceci a un retentissement vis-à-vis de toute la collectivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'a vu pour la Covid, une personne qui est dans un squat, par exemple, et qui est testée positive, je veux dire, son souhait, sa volonté, c'est de revenir dans le squat. Parce que si elle ne revient pas dans le squat, elle n'y retrouvera pas sa place. Donc c'est extrêmement complexe et l'accompagnement personnalisé doit être là très très important parce qu'il en va de la sécurité de l'individu, mais aussi de la sécurité collective. Julie Fréjaville, un petit mot de conclusion? Je pense qu'effectivement, il y a un vrai enjeu autour de la vulnérabilité des personnes et surtout de la prévention. Chaque professionnel, qu'on soit du domaine sanitaire, social ou médico-social, on intervient déjà dans la mise en place de solutions parce qu'on est déjà sur une situation de fragilité. Mais je pense qu'il y a un vrai travail à faire aussi sur la prévention et que ça ne pourra se faire qu'à condition de mobiliser l'ensemble des acteurs d'un territoire. Et il y a certains projets qui naissent en ce sens-là et je pense qu'ils seront vraiment intéressants. Hervé Pingot, le mot de la fin. Oui, je crois que la question renvoie à la capacité d'anticipation et la capacité d'écoute, la vulnérabilité. Moi, je ne suis pas capable de répondre, d'abord parce que je ne suis pas praticien de santé, puis ensuite parce que c'est tellement complexe.
je suis capable de répondre de façon générale. En tant qu'administrateur de l'hôpital psychiatrique local, la Fondation Bon Sauveur, j'ai eu l'occasion d'entendre des exposés sur le suivi continu qu'on propose aux gens qui sont victimes d'addiction, avec aujourd'hui des technologies très simples sous forme de SMS, etc., qui permettent à un patient qui a une crise d'appeler H24 quelqu'un au bout de son SMS pour avoir un écho. Donc il y a des initiatives qui sont prises ici ou là, et je trouve que la santé mentale a peut-être pris conscience de ça très très tôt, parce que c'est une forme particulière de soins. Donc dans ce cas-là, je me dis oui, je pense qu'il y a une évolution des mœurs sur la vulnérabilité, mais c'est dans ce secteur-là seulement que je constate des initiatives qui débutent. Et ce qui est amusant, c'est de voir que le CHU Toulouse qui a mis ça en place dit mais ça change complètement l'organisation des soins pour l'équipe qui se réunit le matin et qui fait le point sur tous les appels de la nuit, etc. Donc on voit qu'il y a une transformation. La prise en charge de la vulnérabilité transforme l'organisation du service et la pratique des soins. Donc c'est un vaste sujet en fait. Et la santé mentale, justement, fera l'objet de la table ronde de cet après-midi à 16h. Je vous donne rendez-vous donc à 16h. Merci à tous les intervenants de cette matinée, de cette première journée, matinée fort intéressante. Merci beaucoup, Dr Corbillon, de vous être rendu disponible ce matin. On remercie aussi le Dr Perron qui était avec nous. Merci Marisa Cos, Jean-Michel Bruel, Julie Fréjaville, Hervé Pingot de m'avoir accompagné ce matin. Eh bien, je vous donne rendez-vous à 16h pour cette table ronde sur la santé mentale des jeunes. Et avant cela, vous avez rendez-vous en atelier à partir de 14h, des ateliers de travail. Bon déjeuner à tous, à tout à l'heure.